puisqu'il a rappelé dans sa lettre de démission au président de la République. Mais quand il crie au complot politique, de qui ça peut bien venir, du plus fort ou du plus faible que lui? Non, mais complot politique. S'il parle de complot politique... Ça dit le dossier vide. Non, ça veut dire d'abord, comprenez les termes. Complot politique. La justice est apolitique. Tout à fait. Vonde est apolitique. Tout le Conseil supérieur de la magistrature est censé être apolitique. Lorsqu'il dit que c'est un complot politique, c'est-à-dire qu'il blanchit la justice. Donc le complot ne vient pas de la justice. Elle vient du politique. Il faut savoir utiliser les termes. Quand les complots viennent du politique, au-dessus de lui, ministre d'État, qui avait-il? Les vice-premiers ministres. Mais ont-ils la décision de suspendre un membre du gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Qui a ce pouvoir? La première ministre. Et le chef de l'État. Et le chef de l'État. En d'autres termes, Moutamba essaierait d'accuser indirectement ses chefs hiérarchiques. Oui, pas ses chefs. Puisque dans sa lettre, il a remercié le chef de l'État. Et non pas la première ministre. Il a remercié le chef de l'État, donc c'est-à-dire il absout le chef de l'État. Qui reste-t-il? Madame Judith Souminoa. Elle, quand il parle de complot, un complot ne se fait pas par une personne. C'est plusieurs intelligences qui se retrouvent, boutiquent un plan pour faire tomber Moutamba. Tout à fait. Or là, je vous dis, je me réfère à ses propres écrits. Complot politique. Il absout la justice. Or, il a toujours dit que Vonde, l'appareil judiciaire, lui en voulait parce qu'il fait des réformes et ceci, cela. Mais quand il dit complot politique, il faut être sérieux sous les mots. La justice est absoute parce qu'elle n'est pas politique. Madame la Première ministre. Peut-être que la justice serait instrumentalisée au fin de faire tomber tout ce qu'il est en train de bâtir en ce moment. Mais là, il parlerait de procès politico-judiciaire. Une machination politico-judiciaire. C'est de ça qu'il devait parler. Mais il parle de procès politique. Il s'est limité à ça. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo et Amouibi Ambongo et l'État. La page de Constant Moutamba, la tête du ministère de la Justice, est définitivement tournée. Est-il victime d'une cabale politique orchestrée par le conservateur hostile au changement, comme lui-même le dit dans sa lettre de démission, ou d'une fausse promesse de renouveau qu'il prétendait apporter dans le secteur de la justice? Dans sa lettre de démission, Constant Moutamba remercie le chef de l'État pour de la confiance placée en lui, partant avec le sentiment du devoir accompli. Bon ou mauvais? En tout cas, les avis sont partagés à ce sujet et on va essayer de les vérifier avec l'invité que nous avons eu ce matin. Nous avons enfin mis la main sur lui. Vous nous l'avez réclamé et il répond volontiers à notre invitation. On parlera de beaucoup de choses, de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dont la signature officielle de deux ministres des Affaires étrangères va intervenir sauf tremblement de terre, c'est 27 juin 2025. Les déclarations de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, semblent être porteuses d'un message subliminal. Et dans la foulée, le président de l'UNC assiste ou vit en ce moment une levée des boucliers. Beaucoup de choses se rencontrent à son sujet et on va essayer d'avoir le bonne réponse. Ne quittez pas jusqu'à la fin car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir sur ce plateau un leader important de dernière décennie de la politique congolaise en la personne de Daniel Mwananteba. Vous êtes allié de l'UNC, vous êtes le tout premier secrétaire général du PC, Parti socialiste, et même vous avez été même investi comme candidat président à la présidentielle 2018 en 2018. Excusez-moi de me répéter. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Je sors d'une vilaine grippe, mais qui tend à s'en aller. Je suis en forme jusque-là. On espère que ça ira bien. La présentation faite tout à l'heure, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. C'est ma présentation politique. Mais
Je ne sais pas si les gens savent qu'elles sont réprimées. Si c'est le cas, ils doivent savoir que je m'appelle Daniel Mwananteba, comme les gens m'appellent, mais je dis souvent que mon nom c'est Daniel Mwananteba Tutu Kibondo. Ça, c'est pour... les intimes. Pas les intimes, ça c'est vraiment le nom, mon nom complet et j'aime qu'on m'appelle comme ça. Daniel Mwananteba Tutu Kibondo. Je suis marié, père de 9 enfants. Homme indépendant d'esprit. Et en passant, je fais un petit coucou à mon épouse, ma tendre épouse, Rita Moyoabo, Madame Mwananteba. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Surtout que je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu répondre à vos questions et je suis disponible. Tout à fait. Au cours de ces dernières années, nous vous avons vu prendre un peu de distance par rapport à vos positions tranchées sur le sujet politique. Pourquoi avoir adopté une telle posture? Est-ce la politique congolaise telle qu'on la vit ne répond plus à vos convictions ou elle est en déphasage des réalités sociétales que nous vivons? Non, pas du tout. C'est vrai que j'étais très actif dans les médias, mais pour plusieurs raisons. Ce n'est pas que je me suis retiré, mais c'est vrai que j'ai un peu disparu, j'ai pris du recul. Excusez-moi, mais vous savez, le problème c'est que la politique au Congo coûte cher, hein, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque vous êtes sur les plateaux de télévision 3-4 fois par semaine, dans des grandes émissions, très souvent, c'est pas comme chez vous, on vous invite, vous parlez, vous partez. Très souvent, il faut payer. Et pour être franc, entre la vie du parti, la vie familiale et ainsi de suite, parfois c'est très difficile de concilier les choses. Deuxièmement, il n'y a pas de déphasage avec les réalités sociétales. Ma franchise, mon honnêteté et ma liberté d'esprit, mon indépendance d'esprit font que je préfère me taire sur certains sujets. Parce que je suis incapable de mentir. Donc, pour éviter d'avoir à mentir, je préfère me taire. Mais lorsqu'il faut parler en général, je parle. Hein. Lorsqu'il faut parler, je parle. Le problème aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis un des soldats de la première heure. Le traitement qui m'a été réservé jusque-là, pousse à réfléchir. On se demande, je me demande parfois qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai toujours eu pour principe, hein, quand on vous écarte, restez à l'écart. Je continue à exister, je continue à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire communiquer. Je continue à soutenir le président de la République et les œuvres positives du gouvernement. Quand elles sont négatives, je suis le premier à le dire. Je ne crains pas trop de dire ce que je pense. Et cette tendance ou cette liberté d'esprit ne vous met pas parfois en confrontation avec certains leaders ou avec ceux-là que vous soutenez? On se demandera même, hein, Daniel Mwananteba, qui représente un potentat sérieux, pourquoi il n'est pas récompensé à la hauteur de son combat qu'il a mené même aux côtés du président national de l'UNC? Vous avez précisé ici au début, allié de l'UNC. Je le suis toujours, parce que je considère que la loyauté étant devenue une denrée extrêmement rare dans le monde politique, si 1, 2 ou 3 personnes peuvent faire l'exception, la politique congolaise... Et vous pensez que vous en faites l'exception? Je dis la politique s'en portera sûrement mieux. Moi, je considère être loyal. Moi, je considère m'être battu. Je considère faire ce qu'il faut pour atteindre les sommets, ou du moins pour m'élever un petit peu. Mais entre ce que moi, je considère, et ce que les décideurs ont dans la tête, il y a un fossé que je ne pourrais pas franchir parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête. Tout ce que je sais, c'est que la patience a toujours payé. Et je continue d'être patient, en espérant qu'on ne va pas m'enterrer avant de voir au moins une fois, même de loin, de voir, on appelle ça,
la terre promise. Kana. Que je m'en rapproche au moins de Kana et que je vois Kana même de loin. C'est tout ce que je cherche. Mais pour ce qui est de ma franchise, mon franc-parler, pour ce qui est de mon combat, bon, c'est pas tout le monde qui le reconnaîtra. Parce que vous savez, on ne fait jamais l'unanimité. Mais je pense quand même que 10-20% des gens qui suivent la politique savent quand même que ce monsieur s'est battu, continue à se battre et qu'il est loyal à son partenaire, fidèle au chef de l'État. Ça ne change pas, mais ça ne m'empêche pas de dire les choses telles qu'elles sont. C'est mon seul problème. Et ce traitement, vous pensez qu'il n'est réservé qu'à vous ou c'est un traitement que connaissent en ce moment tous les partenaires ou les alliés de l'UNC? Il y a beaucoup de frustration dans les alliés de l'UNC, ça je dois le reconnaître. Il y a beaucoup de colère dans certains d'entre eux. Mais je ne peux pas dire que c'est réservé. Enfin, c'est vrai que jusque-là, les alliés n'avaient rien reçu. Mais là, le président national de l'UNC, enfin, l'autorité morale, le président national de l'UNC est président du Parlement. UNCA. Pardon? UNCA. Non, UNC tout court. UNCA et AVK 2018, c'était des regroupements politiques. OK. Mais le parti, c'est l'UNC. UNC. Et le président de l'UNC vient de l'Assemblée nationale, qui est en même temps président de l'UNC, vient de constituer son cabinet au niveau du Parlement, où il a mis un allié comme Dirkaba. Je me dis que c'est un bon début. Ça augure peut-être de bonnes choses à venir. On attend, on espère, et on regarde. On s'interroge, hein, une fois de plus, pourquoi ces traitements et pourquoi ce ne sont que les membres de l'UNC qui bénéficient d'un certain traitement de faveur. Est-ce dire que votre combat n'a pas permis peut-être à ce que l'UNC se retrouve en pole position ou votre accompagnement est encore à reconsidérer? Non, je pense, au lieu de me torturer les méninges, je préfère me dire que au niveau de l'UNC, ils appliquent l'adage qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Après soi-même, on pensera aux autres. Je préfère réfléchir comme ça. Ça fait moins mal et ça entraîne moins de questionnements. C'est bon ou mauvais pour vous? Ben, écoutez, dès le moment où je ne me retrouve pas, comment je peux dire que c'est bon pour moi? Ce qui est bon ou mauvais pour nous, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'il y a la real politique, la réalité politique qui fait que c'est difficile. C'est difficile de faire confiance. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, de confiance. En se disant que, est-ce que si je donne à X ou Y allié, me sera-t-il fidèle? Me sera-t-il loyal? Plus que les gens de mon parti. Et surtout que dans des postes importants, on préfère mettre les gens de son parti parce que déjà, un, il cotise. Alors qu'un allié ne cotisera pas au compte de l'UNC. Il cotisera pour le compte de sa structure. Et c'est un petit élément qui paraît anodin, mais c'est important. Et puis, un allié, pourra-t-on lui dire telle chose, telle chose, telle chose sans qu'il ne l'ébruite? Parce qu'au niveau du parti, il y a quand même la solidarité et le secret d'État est bien conservé. Peut-être que ça s'explique d'une certaine mesure. Oui, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer dans cette mesure-là. Parce que je ne comprends pas. Et je me dis, bon, avec le temps, on se rend compte que les plus grands traîtres à la cause de Vital Kamerhe n'ont pas été les alliés. Les plus grands traîtres à sa cause sont toujours sortis de membres de son propre parti. Voilà. Donc, j'espère qu'il l'a compris. Et j'espère surtout que lors des prochaines échéances, il va corriger le tir. Allez. Mais nous sommes en politique. On réservera justement. La lutte pour la conquête du pouvoir. La lutte pour la conquête du pouvoir. Donc personne ne peut rester dans un état statique. Alors on va s'intéresser pendant un moment au chapitre de Vital Kamerhe, qui est dans le dur en ce moment, attaqué par les uns et
bousculé par les autres. Vital Kamerhe restait-il imperturbable? Et alors qu'au moment où nous nous approchons de grands enjeux, comment vous évaluez la machine, l'Union sacrée, à laquelle vous appartenez justement? Oui. Comment vous l'évaluez à l'approche de grands enjeux? Personnellement, je tiendrai les mêmes propos que le général de Gaulle a tenus pour l'ONU. Ce machin. L'Union sacrée aujourd'hui représente quoi? Est-ce que c'est vraiment la bonne machine pour le président de la République? Je ne pense pas. Tel qui a fait élire le chef de l'État avec plus de 70%, c'est pas une bonne machine. Elle ne représente pas quelque chose dans l'ambition ou dans la conquête du pouvoir. Non, aujourd'hui, je crois que l'Union sacrée, c'est plus devenu un conglomérat de gens qui se battent plus pour leurs intérêts que pour ceux du président de la République. L'Union sacrée travaille avec le président, mais elle ne travaille plus pour le président. Ça, c'est mon point de vue le plus légitime. Je sais que ça va froisser beaucoup de gens qui se retrouvent justement bien dans cette machine-là et qui vendent du vent. Mais au fond, je crois qu'aujourd'hui, la plus grande union sacrée dont le Congo a besoin aujourd'hui, c'est une union sacrée des intelligences. Quelle est votre plus grande déception avec tout ce que nous présente l'union sacrée? Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une machine qui est avec le président, pas pour le président? Quand je parle d'union, quand je dis cela, je ne généralise pas. Parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. C'est vrai qu'il y a des personnes brillantes au sein de l'union sacrée. Mais le drame aussi, c'est qu'il n'y a pas que des personnes brillantes. Et très souvent, actuellement, ce sont les personnes les moins brillantes qui sont au devant de la scène. Que voulez-vous qu'elles apportent au chef? Moi, je considère que le chef de l'État doit recentrer son action d'abord sur les structures étatiques officielles. Ensuite, il faut rassembler. Mais rassembler qui, quand et comment? Vous savez, si vous mettez 100 idiots d'un côté et 10 intelligences de l'autre, l'idiotie ne battra jamais l'intelligence, même si les idiots sont plus nombreux. Je ne dis pas que l'Union sacrée est composée d'idiots, mais je dis qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a montré ses limites. Les gens sont plus dans l'encensement, le djalelo, parce que chacun veut se retrouver, chacun veut s'accrocher à son poste. Des remaniements à venir, il ne faut pas que je quitte mon poste, ou bien si je quitte, il faut qu'on m'envoie ailleurs, parce que c'est devenu un peu l'habitude maintenant, au gouvernement, dans les entreprises, tel quitte tel ministère, il va dans tel ministère, il va dans tel ministère, au point même que des gens comme moi commencent à se demander, est-ce que je ne suis pas idiot? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours les mêmes? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas l'intelligence suffisante. Je préfère me consoler comme ça. Mais je pense vraiment, comme je l'ai dit, on doit se recentrer autour du chef avec une vision, une mission. La vraie question, quand on est dirigeant, on doit toujours se poser la question de savoir, excusez-moi, que demande le peuple, n'est-ce pas? Mais lorsque le chef fait appel à vous, il faut que vous puissiez aussi vous demander d'abord que demande le chef. Parce que lui, il a sa vision. Il vous nomme par rapport à sa vision. Que demande le chef? Que demande la vision du chef? Ça vous emmène automatiquement à savoir travailler dans le sens de ce que demande le peuple. Donc, voulons dire aussi sur ce plateau que l'Union sacrée n'est pas un groupe compact rangé derrière la vision du chef de l'État. Est-ce aux partenaires ou aux sociétaires de l'Union sacrée de déterminer cette vision, ou ça doit être un effort qui émane de l'autorité
la haute autorité de référence, comme on l'appelle à l'Union sacrée? Ben, écoutez, la haute autorité de référence a sa vision. Il a expliqué sa vision. Il a donné le cadre d'exécution de cette vision. Et quelle est cette vision quand aujourd'hui l'Union sacrée représente les antivaleurs, représente le détournement, représente la haine contre les autres. Et le président, j'espère qu'il en est au courant. Pourquoi il ne prend pas son marteau et s'en débarrasser? Bon, le président est l'homme le mieux informé de la République, comme on le dit. Vous demandez s'il est au courant. Je ne pense pas, parce que moi-même, je ne suis pas au courant. Je suppose qu'il en est au courant. Non, si j'étais au courant, il le serait forcément. Mais moi-même, je ne suis pas au courant que l'Union sacrée représente maintenant la haine, les détournements. Qui a institué ça? Ça représente quoi, selon vous? Mais l'Union sacrée, ça représente... L'idée commune ou l'identité commune qui caractérise l'Union sacrée en ce moment. Mais vous parlez de l'Union sacrée comme d'une entité physique. Non, l'Union sacrée, c'est une entité morale. Comment une entité morale pourrait représenter les détournements? Qu'est-ce qui représente les détournements? Vous allez me dire qu'au niveau des associations qui sont membres de l'Union sacrée, ces associations-là aussi, pour ne pas parler de partis politiques, ou bien de partis politiques comme le Parti socialiste, dont le premier secrétaire national ne gère pas, il n'occupe aucune fonction. Mais vous allez dire que moi aussi, au sein de l'Union sacrée, je représente les détournements, la haine. Haine envers qui? Détourner quoi? Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Alors la question, elle est simple, Daniel Monateba. Qui dicte la vision? Et cette vision, autour de quelles valeurs? Et pourquoi elles ne sont pas respectées? Vous m'avez posé la question. J'étais en train d'y répondre, vous m'avez coupé. Qui dicte la vision de l'Union sacrée? Je vous ai dit que le porteur de cette vision, c'est le président de la République. Vous voulez savoir sa vision? Revoyez son discours d'investiture avec les 6 piliers autour desquels il a voulu axer son action. Je ne vais pas commencer à les énumérer ici. À partir de ça, vous saurez au moins la direction et la vision qu'il a. Ensuite, qu'a-t-il fait? Il a nommé une femme première ministre qui est chef du gouvernement. Pourquoi? Pour qu'à son tour, elle, comme le préconise la Constitution, matérialise cette vision à travers les actions de son gouvernement. Que dire de plus? La réalité est que si cette vision n'est pas correctement matérialisée, à qui vous avez posé la question? Au président de la République parce qu'il est porteur de la vision ou au gouvernement? Je crois que c'est au gouvernement. Et vous me poserez alors dans ce cas-là, oui, mais si c'est le gouvernement qui ne réussit pas, pourquoi on garde le même gouvernement? Là, je vous répondais, je ne sais pas, mais j'ai ouï dire qu'il y a un remaniement potentiel. Je pense que les choses seront corrigées. Et pour intervenir dans combien de mois? Ça dépend du chef. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire exactement, à part peut-être son directeur de cabinet, ou des personnes, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, je vous ai dit, j'ai ouï dire. Et à partir de là, on attend pour savoir s'il y aura un coup de pied qui sera donné dans la fourmilière, ou bien si on va reprendre les mêmes et continuer. Tant que l'Union sacrée bat de l'aile, y a-t-il espoir même que le gouvernement qui sera mis en place sera à la hauteur des défis, des enjeux qui sont le nôtre, ou même parlant même justement du gouvernement semi-noir qui vient totaliser l'an 1 de gouvernance? Quel bilan dressez-vous à ces jours? Déjà, vous avez posé la question de savoir le prochain gouvernement sera-t-il à la hauteur ou en mesure de changer la situation, plus ou moins. À ça, je vous répondrai que n'étant ni au regard des ressources dont on dispose, parce que ces ressources-là viennent de l'Union sacrée. Au vu des ressources, normalement, ces ressources bien gérées, bien canalisées, devraient permettre le redécollage de ce pays. Et le pays est déjà en train de redécoller. Le problème, c'est que vous savez, un arbre qui pousse fait beaucoup... Une forêt qui pousse fait beaucoup moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Malheureusement, avec la gouvernance actuelle, le régime dans lequel nous vivons, les gens se focalisent plus sur l'arbre qui tombe que sur la forêt qui pousse.
Et à ce titre-là, je crois qu'il y a aussi une mauvaise communication, une mauvaise vente des actions du chef de l'État. On ne le vend pas suffisamment. Le gouvernement qui viendra, au vu des Mais ressources, on vend ce qui est fait. S'il n'y a rien qui est fait, que va-t-on vendre? Oui, mais vous êtes du Maniema aussi. Hein? Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui est fait dans votre territoire? J'en sais rien. Parce que vous n'y êtes pas. Mais ceux qui sont là le savent. À Kassongo, chez moi, j'ai vu de manière palpable, avec le PDL 145 territoires. Quels sont les grands ouvrages qui ont été réalisés des ponts, dans le Maniema? J'ai vu des ponts qui ont vraiment aidé les populations. Mais le problème, c'est que quand vous dites pont, les routes n'ont pas suivi. Et on se dit, oui, mais Bassaline, c'est laté. Mais le problème, c'est que les mauvaises routes, sans pont, vous faites une semaine à un endroit pour traverser. Sur 20 mètres, parce qu'il y a une rivière. Ce pont-là a aidé, mais les gens se focalisent non pas sur la forêt, le pont, mais sur l'arbre qui tombait, la route. Parce qu'à tel endroit, il y a un trou. Il y a énormément de choses qui sont faites dans toute la République, mais elles sont mal vendues. C'est une question de communication. Et c'est pour ça, je ne m'en cache pas. Je dis, il faudrait que la communication en termes de rendu des réalisations du chef de l'État soit un peu plus agressive. Mais on n'aide pas le chef à travers ça. Parce qu'on ne le vend pas suffisamment. Mais des grandes choses sont faites. Savoir si le gouvernement qui viendra réussira la mission de permettre au pays de redécoller encore mieux. Bon, quand on parle du prochain gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui n'existe pas encore, moi-même n'étant ni prophète ni devin... Là, on parle en termes d'hypothèse. Voilà, mais n'étant ni prophète ni devin, je préfère ne pas me hasarder dans cet exercice de voyance ou de prédiction de l'avenir. Allez, merci beaucoup. Nous allons prendre le premier sujet qui nous intéresse et qui fait même la une de journaux et des médias traditionnels. C'est l'affaire Constant Moutamba. Oui, je le disais au début de cette émission, l'arroseur arrosé. C'est à cela que ressemble l'affaire Constant Moutamba à la tête du ministère de la Justice et des gardes de Sceaux. Eh bien, le dénouement a enfin eu lieu. Le jeune ministre de 37 ans a déposé sa démission dans laquelle il remercie le chef de l'État de la confiance placée en lui en partant avec le sentiment du devoir accompli. Dans sa lettre, quelques mots ou quelques paragraphes nous intéressent et on va les évoquer ici sur ce plateau avec Daniel Mwananteba. Constant Moutamba dit n'avoir pris aucun dollar de l'État. Alors, à partir de cet instant, on se pose, il est légitime de nous poser la question, de quoi est-il poursuivi s'il n'a pris aucun dollar de l'État? Déjà, il ne se contredit pas. Il ne contredit pas la procédure. Nulle part, qui que ce soit n'a déclaré que Constant Moutamba avait pris l'argent de l'État. La preuve, cet argent a été bloqué par le Sénaref. Et le compte dans lequel cet argent a été viré, le compte de la société Zion Construction, de M. Willy Moucheni, cet argent a été bloqué. Donc, il ne pouvait pas y avoir accès. C'est vrai. Mais il n'est pas poursuivi pour détournement. Il est poursuivi pour tentative de détournement. Avec des fautes assez graves. C'est autant passible des sanctions que le détournement, proprement parler? Là, les juristes répondront mieux à ma place. Parce que je n'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances. Pas nyonsologue. Non, je n'aime pas non plus tirer sur les ambulances. Je pense que les moments que Constant Moutamba traverse sont assez durs dans la carrière d'un homme politique. À sa place, je serais détruit. À sa place, je serais, moi, détruit. De voir ainsi mon nom traîner dans la boue. Et le vrai péché de Constant Moutamba, au-delà de tout ce dont on l'accuse, sur quoi je vais revenir tout à l'heure, mais je crois que son plus grand péché, c'est d'avoir brisé le rêve de toute une jeunesse. En quoi faisant?
la confiance que la jeunesse et une grande partie de la population en général avait mise en lui, je crois qu'il n'en a pas pris conscience suffisamment. Grisé par ce vent qu'il avait en poupe, grisé par toutes ces personnes qu'il encensait, qui sont revenues dans le même système de Djalelo, non, excellence, yo danger. Excellence, yo danger. Et justement, cette fameuse jeunesse, cet âge que vous avez dit, 36 ans. 37 ans. 37 ans, 36 ans quand elle a été nommée, il a 37 ans maintenant. Je crois que c'est la fougue de la jeunesse qu'il a perdue. Ça lui est monté à la tête, j'ai l'impression. Et il a sombré dans le folklore et le populisme total. Ça, je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai toujours répété. Sauf qu'il oubliait qu'en face de lui, la politique est un jeu de réseau. Il a oublié qu'en face de lui, il y avait des personnes qui étaient en politique ou dans le domaine de la justice depuis plus de 40 ans, pour certaines, 30 ans pour d'autres. Et ces personnes-là, en général, ont toujours été solidaires face à un jeune loup fougueux qui vient, qui se met à tirer sur tout le monde. La seule chose qu'il a réussi à faire à la tête du ministère de la Justice, selon moi, c'est qu'il a réussi vraiment à rassembler beaucoup, pour ne pas dire toutes, les énergies, aussi bien politiques que judiciaires, que sociales, dans certains cas, contre lui. Il ne pouvait pas survivre, parce que nous sommes en politique. Ce sont là le bourde qui ont précipité sa chute. À mon sens, oui. À mon sens, le folklore et le populisme. Il avait totalement déraillé. On parlera de son bilan à la tête du ministère de la Justice, puisqu'il a rappelé dans sa lettre de démission au président de la République, mais quand il crie au complot politique, de qui ça peut bien venir, du plus fort ou du plus faible que lui? Non, mais complot politique. S'il parle de complot politique... Ça dit le dossier vide. Non, ça veut dire d'abord, comprenez les termes, complot politique. La justice est apolitique. Tout à fait. Vonde est apolitique. Tout le Conseil supérieur de la magistrature est censé être apolitique. Lorsqu'il dit que c'est un complot politique, c'est-à-dire qu'il blanchit la justice, donc le complot ne vient pas de la justice. Elle vient du politique. Il faut savoir utiliser les termes. Quand les complots viennent du politique, au-dessus de lui, ministre d'État, qui avait-il? Les vice-premiers ministres. Mais ont-ils la décision de suspendre un membre du gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Qui a ce pouvoir? La première ministre. Et le chef de l'État. Et le chef de l'État. En d'autres termes, Moutamba essaierait d'accuser indirectement ses chefs hiérarchiques. Oui, pas ses chefs. Puisque dans sa lettre, il a remercié le chef de l'État. Et non pas la première ministre. Il a remercié le chef de l'État, donc c'est-à-dire il absout le chef de l'État. Qui reste-t-il? Madame Judith Souminoa. Elle, quand il parle de complot, un complot ne se fait pas par une personne. C'est plusieurs intelligences qui se retrouvent, boutiquent un plan pour faire tomber Moutamba. Tout à fait. Or là, je vous dis, je me réfère à ses propres écrits. Complot politique. Il absout la justice. Or, il a toujours dit que Vonde, l'appareil judiciaire, lui en voulait parce qu'il fait des réformes et ceci, cela. Mais quand il dit complot politique, il faut être sérieux sous les mots. La justice est absoute parce qu'elle n'est pas politique. Madame la Première ministre. Peut-être que la justice serait instrumentalisée au fin de faire tomber tout ce qu'il est en train de bâtir en ces moments. Mais là, il parlerait de procès politico-judiciaire. Une machination politico-judiciaire. C'est de ça qu'il devait parler. Mais il parle de procès politique. Il s'est limité à ça. Maintenant, de quoi est-ce qu'on l'accuse? Pas de détournement, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe avec Constant? L'intention de construire une nouvelle prison était légitime. Et c'était une très bonne intention. Surtout au vu de l'engorgement des prisons actuelles. La population tout entière était d'accord avec ce projet de construction de nouvelles prisons. C'était d'ailleurs
un des points importants du discours du chef de l'État, d'un discours du chef de l'État de la législature passée. Donc, c'est-à-dire avant même que Constant Moutamba ne devienne ministre, le président en parlait déjà, parce que ça posait problème. L'idée en elle-même était bonne. Mais avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Vouloir appliquer une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut avoir une bonne idée, il faut vouloir l'appliquer, mais il faut vouloir l'appliquer selon les normes. 19 millions pour une société créée il y a moins de 3 mois, moins de 6 mois, avec un capital social de 5 000 $. La descente a été faite à l'adresse sus-indiquée. Personne. Les enquêtes faites démontrent que cette société n'a que 6 agents. Elle n'a été créée qu'en 2024. En 2024, oui. Donc, moins d'une année. Moins d'une année. Avec 6 agents. Et aucune expérience Aucune expérience. avérée. Ils n'ont même pas eu à construire un caniveau. Ils n'ont même pas eu à construire un home de vieillard ou une maison d'habitation. Donc, pas d'expérience éprouvée en la matière. Aucune expérience éprouvée. Et s'il y a des gens comme ça, que vous verrez 19 millions sans avoir obtenu l'avis de non-objection, sans avoir reçu l'aval du gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, parce que si c'était le cas, la première ministre n'aurait pas sauté sur l'affaire pour Selon demander... nos sources, le dossier aurait été soumis au Conseil des ministres. Soumis au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres avait-il approuvé? Soumettre le dossier, d'accord. Mais a-t-il été approuvé dans l'État? Si c'est le cas, chaque Conseil des ministres, il y a un PV. Si le Conseil des ministres avait approuvé ce dossier dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire sans avis de non-objection, sans ceci, sans cela, salakaka. Mais à partir de ces PV-là, il va juste les déposer. Et comment l'argent a quitté, l'argent du Freever a quitté pour atterrir sur le compte nouvellement créé? Déjà, avant de répondre à cette question, je vais essayer de rappeler à nos téléspectateurs, parce que beaucoup pourraient avoir l'impression que je m'acharne sur Moutamba. Il n'en est rien. J'essaye de rester le plus objectif possible. Moutamba est accusé de détournement et de tentative de détournement. L'argent utilisé, c'est l'argent du fonds d'indemnisation des victimes de la guerre. Frivao. Le Frivao. À partir de là, cet argent était destiné à indemniser les victimes de la guerre et à les aider pour toutes les morts et tout, indemniser les familles, et pour celles qui sont vivantes avec des séquelles, les aider à se réintégrer, les aider à retrouver un semblant de vie normale, exemple de toute tracasserie, exemple de toute misère. Ces fonds-là, ils dépendent du ministre de la Justice, que Constant Moutamba va amputer le Frivao pour transférer cet argent pour une mission autre que celle à laquelle cet argent était destiné. C'est ça le détournement. J'ai eu à donner des exemples. Excusez-moi, très souvent, vous envoyez votre fils avec 5 000 francs. Va au camp, achète du pain. Vous savez qu'il y a 5 000 francs pour le pain. Arrivé sur place, votre fils se dit, ah mais en fait, il n'y avait plus de sucre. J'achète du pain de 4 000, j'achète du sucre de 1 000 francs. Comme ça, ça leur permettra de boire du thé. Mais quand il revient, vous en tant que père, vous vous dites, ah, il n'y avait pas de sucre. Ah oui, mais il fallait revenir avec le pain, j'allais te donner l'argent du sucre. Mais bon, ça va, ça va. En tant que père, vous comprendrez. Sauf que l'État n'est pas une famille où il y a un père qui doit comprendre les écarts de ses enfants. Même le fait que votre propre fils, vous lui avez donné 5 000 francs pour l'achat de pain, arrivé sur place, il réfléchit à sa manière en se disant, je prends 1 000 francs pour du sucre et 4 000 francs pour le pain. L'intention est noble, mais ce n'était pas la mission qui lui était assignée.
Même dans ce cas-là, on parlera de détournement. C'est quoi un détournement? Détourner les fonds prévus pour A, les expédier vers B ou C. C'est ça le détournement. Dès le moment où il a pris l'argent de Frivao pour le virer dans la construction d'une prison, il y a automatiquement détournement de la destination initiale prévue pour cet argent. Je ne sais pas si les gens comprennent. Et à partir de ça, comment vous allez justifier ça? Par la bonne foi? Par le souci de bien faire? Par le souci de vite construire, vu que les prisonniers sont des êtres humains, ils ont aussi droit à être incarcérés dans de bonnes conditions? Oui, tout ça, ce sont des pensées nobles, des pensées humaines. Mais je viens de le dire ici, l'État n'a rien d'humain. L'État ne se gère pas avec des émotions. L'État ne se gère pas avec « je pense que ». L'État ne se gère pas avec des « ah, je pense qu'il serait mieux que je fasse ça au lieu de ça ». Non, ça, ce n'est pas l'État. Mais et quand on est un homme d'État, on suit à la lettre les codes et les normes édictés par cet État, à travers des lois. Les objectifs que vous assignez. Voilà. Mais il parle de réforme. Il parle de son bilan, pour dire mieux, à la tête des réformes qu'il a pu apporter dans le secteur de la justice en moins d'1 an. Et il estime que c'était osé, louable de sa part, dans une sphère où l'ordre était connu. Alors, quand il parle de réforme, de tout ce qu'il a pu faire, mais il s'est confronté aux conservateurs hostiles au changement. Bon ou mauvais, qu'il a été à la tête de ces ministères, est-ce qu'en parlant d'une cabale politique, Constant Moutamba n'essaie pas de nous dire qu'il a voulu être un antisystème dans un système qu'il a finalement broyé? Vous savez, moi, je ne vais pas le juger par rapport à ses propos. Je vais le juger par rapport aux actes qu'il a posés que je connais. Les réformes, parlons-en. Personne ne contredit qu'il ait pu avoir initié des réformes et qu'il ait pu réussir à faire des réformes en moins d'1 année. Première question, il y en a combien? Deuxième question, est-ce que c'était le plafond de ce qu'il pouvait faire à la tête de ce ministère? Il les a énumérés dans sa lettre. Il les a énumérés, oui. On ne remet pas en cause ni les réformes, ni leur nombre. Mais la question qu'on doit se poser quand on est intellectuel, il dit en moins d'1 année. C'était donc le maximum qu'il pouvait donner à la tête de ce ministère. Lui-même à la réponse. Et il dit s'être opposé aux conservateurs hostiles au changement. Oui, mais... Il pensait être un antisystème au sein du même système qu'il voulait combattre. C'est ce qu'il veut nous dire. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire. Je comprends qu'il a dit qu'il s'est retrouvé face à des antivaleurs par rapport aux réformes. Et en fait, il nous passe le message qu'il est une victime du système établi que lui a voulu démanteler, mais le système l'a broyé. Je suis prêt à le croire. La question, le système l'a broyé de quelle manière? En l'indexant sur un détournement. Est-ce que cet argent appartenait au Frivao, oui ou non? Oui. Cet argent a-t-il été destiné à autre chose, oui ou non? À la construction d'une prison, donc c'est oui. Partant de là, y a-t-il détournement, oui ou non? Que chacun réponde. Mais moi, son étonnement est grand, il va plus loin. Daniel Monate, vous allez m'excuser, en parlant de la tenue d'audience foraine qu'il a organisée contre les agresseurs dans l'est du pays, le front qu'il a ouvert contre Kabila et Konenanga. Et il dit être surpris même de l'étonnement du ministre des Affaires rwandaises qui y a salué cette démission ou même cette chute de Constant Moutamba. Oui, qu'en dites-vous en 1 minute, s'il vous plaît? Faisons pas l'amalgame. Constant a dérangé. Constant Moutamba a dérangé énormément de gens. Avec sa lutte contre Kabila. Il a dérangé dans le bon sens. Oui, il a dérangé beaucoup de gens dans le bon sens. Avec sa lutte contre Kabila et tout ça,
c'était vraiment bien pris, parce qu'on parle de lui comme l'homme qui a permis la levée des immunités de Kabila et consorts. Bon, beaucoup ont apprécié ça, mais il a dérangé aussi de l'intérieur à travers le folklore que lui-même a mis à la tête de ce ministère-là. Vous savez, vous êtes face à la justice. Ministre de la Justice, procureur général près la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, vous tous, vous êtes l'image de la justice d'un pays. Mais lorsque vous commencez un ministre, vous venez devant le ministère, sonorisation et consorts, vous commencez à faire des discours enflammés à la Che Guevara pour tirer sur Vonde et consorts, mais ces gens-là ont le droit de se sentir blessés ou pas? Si c'est un jeu politique, je ne le rejette pas. Quoique je ne peux pas l'affirmer, je ne suis sûr de rien. Mais posez-vous la question. On met la rabangite. Mais un jour, Bakuti sur langue ni Namelagi Banki. Vous dites, on m'a piégé. Comment? On met la ramasangate. Un jour, on te trouve là, au Lali, tout nu, dans un bar. Oh, nini. Oh, te batela kingai, Valium, to anamuyanzi, na katia vert. Yamasanga. Mais yo, mais la ramasangate. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on est en présence d'un arroseur arrosé. Ce sont vos termes. Je ne sais pas qui l'avait arrosé, mais une chose est sûre, il vient d'être arrosé. On lui a rendu la monnaie de sa pièce. Est-ce que c'était juste une bonne intention? Et à ce niveau-là, je dois aussi dire la vérité, ma vérité. Après déjà l'autorisation d'instruction, j'ai quand même tiqué quand j'ai vu que pendant que l'instruction n'était pas terminée, on attendait encore Constant Moutamba au parquet général de la Cour de cassation. Et il est tombé malade. Non seulement il est tombé malade, mais avant même qu'il ne réponde à l'invitation, il y avait déjà un courrier adressé au Parlement pour demander l'autorisation non plus d'instruction, mais de poursuite. Cette précipitation-là, au moment où... Laisse interroger, quand même. Laisse interroger. Et je crois que, quels que soient les éléments que détiendra la justice, quelque part, Constant Moutamba a déjà gagné. Dans la mesure où le plus gros gain, c'est de jeter le discrédit sur la justice et de jeter le doute sur les intentions réelles de la justice. Et si ce dossier n'est pas bien géré, avec transparence, mais surtout avec équité, on va fabriquer un martyr. On va fabriquer un martyr, on fabriquera un nouveau héros qui va passer justement pour le nouveau Don Quichotte. Sauf que Don Quichotte combattait des moulins avant. Cette fois-ci, dans son cas, je ne sais pas qui va combattre, mais en fin de compte, que ce soit Constant qui sorte vainqueur ou la justice, à travers Firmin Vonde, si l'une des deux parties s'imagine être sortie vainqueur, moi, ce que je sais, c'est que toutes les deux parties ont perdu. En termes de crédibilité, en termes d'image de la justice et de la République, et toutes ces parties-là ont reflété. C'est une grande perte pour le pays. Beaucoup de choses à évoquer avec vous. Je ne sais pas si on prendra tout le temps. Il nous reste encore 5 ou une bonne dizaine de minutes. En 30 secondes, est-ce la fin d'un parcours qui aurait pu être significatif ou c'est juste la fin d'une mission pour l'instant et qu'il peut rebondir? Est-ce que ce scandale financier ne donne pas un coup mortifère à Constant Moutamba? Non, je ne pense pas. Il peut toujours rebondir? En politique, on ne meurt jamais. Un homme politique ne meurt jamais. Il peut se relever et rebondir même dans 20 ans. Il n'aura que 57 ans. Dans 10 ans, il n'aura que 47 ans. Tout dépendra du comportement qu'il va afficher dans cette période. Les 5-10 prochaines années. Et tout dépendra du sens que prendra ce procès. Et là, comment vous entrevoyez la suite justement de ce procès en attendant que la date soit fixée de l'ouverture du dit procès?
Non, en tout cas, ce que j'espère surtout, c'est que cette situation va permettre à Constant Moutamba de s'assagir, de retomber un peu les deux pieds sur terre et de comprendre que la politique a ses codes. Et lorsqu'on veut être un réformateur, on ne vient pas réformer en tirant sur tout le monde. Il faut toujours aller étape par étape. Quand on brûle les étapes, on finit par se brûler. Moutamba, aujourd'hui, dans ma tête, c'est vraiment l'image d'Icare. Icare qui a voulu s'approcher du soleil, le plus près possible du soleil, mais qui s'était construit des ailes en cire. Et plus il s'approchait du soleil, c'est-à-dire qu'il est monté très haut. Ces mêmes ailes qui l'ont permis de monter très haut ont fondu au contact du soleil. C'est très sage. On espère qu'il prendra tout son temps pour s'assagir, comme vous l'avez dit. Ce sont là le mot de Daniel Monanteba sur Politico. Nous espérons que vous êtes en train de passer un excellent moment de télé. On va prendre les derniers sujets rapidement. L'affaire Vital Kamerhe. On dit Vital Kamerhe, avec ses déclarations, ces derniers jours sont porteuses d'un message subliminal. Il jouerait la carte d'un homme clean et qui veut faire porter le chapeau, peut-être au président de la République. Beaucoup de choses se racontent à son sujet. Pour certains, il n'est pas loyal. Pour d'autres, VK, c'est un homme d'État. Et tout ce qu'il dit, peut-être à la tribune, au perchoir de l'Assemblée nationale, il est dit en tant qu'homme d'État qui jouit de ce prérogative. Qu'en pensez-vous en quelques minutes? Déjà, vous avez parlé d'un message subliminal. Il faut que nos téléspectateurs comprennent ce que c'est que le terme subliminal. Subliminal, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que le cerveau capte. Et sans qu'on s'en rende compte, cette chose est gravée dans notre mémoire. À l'époque, les meilleurs messages subliminaux qui ont été interdits, c'était dans les salles de cinéma. Lorsqu'on projetait un film, en plein milieu du film, on découpait des petits carrés où on mettait « buvez Coca-Cola ». Buvez Coca-Cola, buvez Coca-Cola. Et quand le film tourne à grande vitesse, vous ne voyez pas buvez Coca-Cola. C'est tellement rapide. Mais le cerveau capte. Et vous voyez qu'à l'entracte, tout le monde se précipitait pour faire quoi? Acheter du Coca-Cola. Donc, c'est-à-dire un message qu'on ne vous dit pas clairement, mais dont vous captez la quintessence et qui reste gravé. Partant de ça, où est le message subliminal que Vital Kamerhe a lancé? La question que je me pose, bon, je le dis souvent, ce monsieur-là doit vraiment faire un effort, Vital Kamerhe, pour apprendre à se taire en parlant. Comment? Ou pour apprendre à parler en se taisant. Parce que tout ce qu'il dit dérange. On dit aujourd'hui, on se focalise sur Vital Kamerhe a dit, on le traite de tous les noms. Moi, vous savez, je ne suis vraiment pas d'humeur à le couvrir ou à le défendre dans la bêtise. Je ne le ferai jamais. Mais je me rappelle que ce que Vital Kamerhe a tenu comme discours par rapport aux 318 morts, il n'y a pas que ça. Qui ont été démentis. Beaucoup de discours sont enregistrés, qui dérangent. Qui ont été démentis par l'armée. Mais qui a été porteur de ce discours au Parlement? C'est le caucus des députés de ce coin-là, qui ne se sont pas arrêtés au Parlement. Pendant qu'on tirait sur Vital Kamerhe, ces gens-là ont fait la ronde. Ils sont allés voir la Première ministre, ils sont allés voir X ou Y. Ils ont été reçus et ils ont tenu le même discours. Pourquoi, quand les députés du caucus venus de Moba tiennent ce discours-là, que Vital Kamerhe prend et répercute, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est Kamerhe qui répercute, on le traite de tous les noms. Je ne sais pas exactement. Vous dites qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs autres discours. Est-ce que ce sont ces discours qui dérangent ou son rôle au sein même de la majorité au pouvoir? Quel rôle? Il est président du Parlement. Et je pense qu'il s'assure... Quand on le voit peut-être essayer de rester l'homme d'État qu'il est, en faisant les choses comme elles doivent être faites, en prenant la défense de
Matata Ponyo qui a disparu dans la nature, ou quand il prend la défense des compatriotes qui sont dans l'est du pays, en annonçant même des événements apocalyptiques. Ce rôle-là ne dérange pas. Mais a-t-il pris la défense de Matata Ponyo? C'est ça. Vous savez, moi, je veux rester vraiment carré. Je dis ce qu'une certaine opinion pense. Oui, parce que le vrai problème, et ça a d'ailleurs entraîné une vive tension entre la justice et l'Assemblée nationale. Mais je veux rappeler aux téléspectateurs que le Parlement, l'Assemblée nationale, n'a pas pris la défense de Matata Ponyo en disant que Matata a volé ou pas. L'Assemblée nationale n'a pas dit que Matata n'avait pas volé et qu'à ce titre, on ne pouvait pas le convoquer. L'Assemblée nationale a juste dit, nous ne voulons pas entrer dans le fin fond de l'affaire, parce que là, c'est votre problème, mais tout ce qu'on demande, faites les choses avec élégance, en respectant les normes, demandez-nous la levée et l'autorisation de poursuite, et nous vous l'obtiendrons. Le même Matata qui, d'ailleurs, a été condamné, pour finir. Je ne vais plus revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé de cela, mais je crois quand même qu'il y a un problème à ce niveau-là. La justice doit corriger beaucoup de choses. Problème à quel niveau? Déjà, Matata a été condamné. On ne sait plus retracer ses traces. Non, mais il a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans de travaux forcés, dont le cadre légal en République démocratique du Congo n'est pas encore fixé. Donc, il va les purger comment? Kobler, le fournisseur sud-africain, a été condamné à 10 ans aussi de travaux forcés, ou 5 ans, je ne sais pas. Dans la chaîne, Matata a été le concepteur du dossier. Ensuite, il y avait le ministre des Finances, Itebi, qui a signé les OV et les OP. Ces OV signés, envoyés à la Banque centrale, et le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, a exécuté le décaissement des fonds tels que demandés par le ministre des Finances. Et dans la chaîne des dépenses, le gouverneur de la Banque centrale, bien que la Banque centrale soit une entité indépendante, n'a pas le droit de refuser de payer une créance de l'État. Matata condamné, Kobler condamné, Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale à l'époque, condamné, Patrice Kitebi, même pas cité. Entre le donneur d'ordre et l'exécutant, qui peut être accusé d'une faute? Je ne remets pas en question le jugement, parce que c'est interdit de le faire. La loi nous l'interdit de remettre en question les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont inattaquables et dénués de toute possibilité de faire aucun recours. Mais cette interdiction est aussi accompagnée d'un droit que j'ai, celui de réfléchir et de donner mon point de vue. Et j'ai usé de ce droit constitutionnel aussi. Kamere, quand il y a une animosité ou une dent contre Félix Tshisekedi et cette polémique qui l'alimente et à qui ça profite justement? Là, vous m'avez posé une question au départ. Moi, je donne des explications par rapport aux faits. Me demander si Kamere a une animosité envers le chef de l'État, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne le sens pas, il ne le dit pas. Si c'est le cas, je ne sais pas. C'est dans les tréfonds de son cœur. Et vous savez qu'à part l'Éternel, qui sonde les cœurs et les reins, nul ne peut le faire à sa place ou comme lui. Et c'est ça le vrai problème. Parle-t-on de choses concrètes ou parle-t-on de ce qu'on imagine que Kamere imagine? Si on imagine que Kamere s'imagine qu'il a une animosité envers le chef de l'État, est-ce que vous me voyez, moi, sur un plateau sérieux comme Politico, commencer à débattre sur base de l'imagination des gens? Non. Je débat, je réponds aux questions sur base de faits concrets. Les faits concrets sont là. Kamere fait des déclarations qui dérangent. Et à qui ça profite, cette confrontation qu'on voulait créer entre Kamere et le président de la République? Mais je me pose en cette période. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Aujourd'hui, j'ai même du mal à répondre à cette question. Parce que ce crime ne devrait pouvoir profiter à personne. On parle des deux plus grandes personnalités de ce pays. Le numéro 1, c'est le chef de l'État. Le numéro 2, c'est le président de l'Assemblée nationale. Lorsque vous voulez mettre deux institutions comme celle-là en conflit, il y a un problème. À qui ça pourrait profiter? En tout cas, pas à la République. Allez, merci beaucoup. On est presque à la fin. On parle de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Un mot,
Mais il y a un point qui revient, l'intégration de groupes armés au sein de FARDC. On va vers un accord de paix ou on va vers un accord qui risque encore de nous décimer. L'accord n'est pas encore signé. La signature intervient, c'est le 27 juin. Le 26 ou le 27 juin, l'accord n'est pas encore signé. Je débattrai de l'accord une fois qu'il sera signé, parce que jusque-là, les discussions ne se sont pas encore arrêtées. Lorsqu'on parle d'intégration des groupes rebelles, je n'ai pas vu, là on a parlé d'intégration de groupes rebelles dans les FARDC. On parle d'intégration. Intégration dans quoi? Mais écoutez, on n'a pas non plus précisé intégration dans voilà. Réinsertion, voilà. tout non, ça. Non, attention. Si c'était la réinsertion, on parlerait de réinsertion. Si c'était le brassage ou le mixage, on parlerait de brassage et mixage. Mais on parle d'intégration, c'est-à-dire quoi? Mais on ne parle pas de brassage ou mixage en ces termes-là. Ce sont les termes que nous utilisons. Mais eux ont leurs termes appropriés pour dire des choses. Oui, mais ils ont leurs termes appropriés pour dire des choses. Ils parlent d'intégration. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'intégration? Moi, j'ai compris intégration. Et je me suis demandé dans quelle manière on peut parler d'intégration de groupes armés. Mais ces groupes armés sont des groupes qui se sont mis à l'écart de la vie sociétale congolaise. Vous êtes d'accord avec moi? Un accord de paix entre la RDC et le Rwanda fait qu'il faudra quand même réfléchir sur le sort de nos frères congolais qui font partie des groupes armés. Quand on parle d'intégration, d'abord, il faut parler de démobilisation. On ne peut pas garder des gens comme ça dans l'armée, on ne peut pas continuer à leur donner des armes. Mais on ne peut pas non plus les liquider tous. Il faut qu'on les intègre. L'intégration passe d'abord par la démobilisation et ensuite, on les recase dans des secteurs professionnels comme les bénisteries, les champs et consorts. C'est ça l'intégration. Il faut qu'on puisse les réintégrer dans la vie sociétale à laquelle ils n'appartiennent plus en tant que groupe armé. Aujourd'hui, ces groupes armés n'appartiennent plus à la vie sociétale telle qu'est dictée par le gouvernement parce que ce sont devenus de hors-la-loi. Et ces hors-la-loi, il faudra les réintégrer dans le vécu quotidien, dans la société. Il faut les réintégrer dans la société. Moi, je préfère voir ça de cette manière-là. Allez, merci beaucoup. Daniel Mwananteba, à quand vous allez nous revenir? On en a soif. On a beaucoup à se dire encore, oui, mais oui. Je prends les téléspectateurs à témoin. Dès que l'invitation me sera lancée, je reviendrai. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de sujets qui sont restés en Ramadan. Nous ne savons pas les éplucher faute de temps. Oui, la télé, c'est le temps. Nous voici arrivés à la fin. Ce nouveau numéro de Politiquement a eu l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Daniel Mwananteba, allié de l'UINC et le tout premier secrétaire général, tout premier secrétaire national du Parti socialiste paix sans sigle. En tout cas, consommez l'émission avec délectation, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez entièrement le droit. Et à tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.